Parce qu'on va traiter cette information qui nous est parvenue de la part de nos confrères du Guardian. L'Ukraine a commencé à retirer ses fameux chars américains Abrams de la ligne de front. C'est une information étonnante, Sylvia Micon. Qui s'est exprimée, surtout pourquoi, quand on sait ô combien ces chars américains ont été fétichisés, que se passe-t-il? Oui, effectivement, l'annonce vient du Pentagone lui-même, de hauts responsables militaires qui ont confirmé que ces chars Abrams seraient bien retirés du front pour l'instant. Les États-Unis vont travailler avec les Ukrainiens pour réinitialiser leur tactique. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le champ de bataille a changé avec une omniprésence de drones de surveillance russe, de drones chasseurs-tueurs. Il devient de plus en plus difficile de protéger ces chars et les Ukrainiens avaient déjà tiré cette conclusion faute de défense aérienne adéquate. Il n'y a pas de terrain à découvert que l'on puisse traverser sans crainte d'être détecté. Voilà ce qu'a déclaré un haut responsable de la défense. Résultat, eh bien, sur les 31 chars Abrams qui ont été envoyés en janvier, 5 ont été détruits. C'est trop, surtout quand on connaît le prix de ces chars Abrams, 10 millions de dollars pièce, face à des drones qui les détruisent, qui les endommagent et qui ne coûtent que quelques centaines de dollars. Des drones très précis qui frappent les chars là où ils sont les plus vulnérables, là où leur blindage est le plus fin, c'est-à-dire sur le dessus, sur le bloc moteur arrière. Ils sont aussi utilisés pour achever ces chars afin qu'ils ne soient pas récupérés et réparés. Pourtant, ces chars étaient l'un des symboles, on peut le dire comme ça, de la puissance américaine. Faut tout revoir du coup? On se posait cette question cette semaine, souvenez-vous, notamment si ces chars avaient leur place dans cette guerre du 21e siècle, à leur place doit en tout cas être revue, retravaillée. On est dans un contexte de guerre électronique et on sait que les Russes excellent dans ce domaine. Un chercheur expliquait dans le New York Times cette semaine qu'il faudrait aussi trouver d'autres types de protection passive, y compris des blindages supplémentaires et d'autres types de blindages sur les chars. Écoutez ce que disait l'amiral Christopher Grady quand on pense à la façon dont le combat a évolué. Les blindages massifs dans un environnement où les systèmes aériens sans pilote sont omniprésents peuvent être en danger. Mais il ajoute que les chars sont toujours important. C'est pourquoi il annonce en effet travailler avec les Ukrainiens et d'autres partenaires pour évoluer dans ce genre d'environnement où tout est vu immédiatement. Des Ukrainiens sont actuellement formés pour travailler dans un contexte interarmes, ce que les Ukrainiens n'ont pas encore fait jusqu'à présent. Et puis il y a le nouveau programme d'aide qui pourrait aussi peut-être changer la donne sur le terrain. Il mettra l'accent sur les capacités de lutte contre les drones et donc adopter les tactiques qui pourraient rendre ces chars de nouveau efficaces. Il ne s'agit donc pas d'adieu, mais peut-être juste d'un au revoir. Merci beaucoup Sylvia. Votre avis sur la question, colonel Père de Yonde, est-ce que c'est déjà une décision qui vous surprend? Est-ce que c'est la faute uniquement des drones russes, du manque de tactique des Ukrainiens qui auraient pu rendre les chars plus efficaces? Ça, c'est ce que dit un haut responsable dans le Guardian. Et est-ce qu'on a une chance peut-être de les revoir? Vous savez que la question que vous posez, c'est une question que tous les états-majors se posent depuis au moins une dizaine d'années. Le char est clairement devenu obsolète pour toute une série de raisons. C'est que on voit bien que l'engin n'est pas protégé par le haut. Et puis, si vous voulez, il est très sensible aux coups directs. Donc, d'une façon générale, rappelez-vous le début de l'offensive, en 2022. Rappelez-vous le nombre de chars russes qui ont été détruits par le Javelin, qui est un missile américain. Donc, on sait déjà, les Ukrainiens savent très bien que le char est un engin qui est fragile. Donc il est obsolète quelque part. Le problème, c'est qu'il est en même temps indispensable pour deux raisons. D'abord, le blindé protège de la ferraille du champ de bataille, donc ça protège les hommes. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est que le char est le seul outil, le seul engin capable d'avoir un effet de choc, capable de percer. Et aujourd'hui, on voit bien que dans un combat qui est d'abord défensif de la part des Russes et en même temps des Ukrainiens, et en même temps offensif, on a strictement besoin des chars. Il n'y a pas d'autres engins. Donc on voit que la technologie va essayer de trouver les solutions et probablement, dans un premier temps, de protéger le char par le haut. Alors, restez avec nous, colonel. Juste une petite précision pour nos téléspectateurs. Vous avez vu des images de chars plus ou moins détruits. Pas celles-là, celles qui nous viennent de Moscou. Alors ça aussi, ça n'a pas dû faire plaisir aux Américains. Il s'agit d'une exposition, un peu comme les Ukrainiens ont fait à Kiev, exposition de matériel occidental, dont un Abrams. Et ils seront exposés, indiscrétion du côté du Kremlin, sur la place rouge le 9 mai. Après ce discours, voilà, vous les voyez, ces images. Aurélien Duchesne, c'est compliqué de changer de stratégie. Pourquoi pas faire avec, puisque ces chars ont été livrés aux Ukrainiens?
Déjà, dans leur manière de faire avec, on voit qu'il y a une différence d'emploi du char par rapport au début de la guerre. C'est-à-dire qu'on l'emploie de moins en moins dans une situation dite de mêlée ou pour des offensives, pour percer, par exemple, les lignes russes. Les chars sont de plus en plus employés comme de l'appui-feu, en soutien à l'infanterie, un peu comme de l'artillerie mobile. Deuxième chose est que dans leur manière d'adapter les chars, les Ukrainiens ont très bien compris, contrairement aux Russes au début de la guerre qui essaient de mettre des cages pour protéger des drones, c'était un peu une poire pour la soif, ça ne servait pas à grand-chose. Les Ukrainiens ont compris qu'au fond, les deux seules manières d'arrêter les drones, c'était soit tout ce qui était le brouillage électronique, ce que les Russes savent très bien faire par ailleurs, et d'autre part que s'agissant des Abrams qu'ils ont, ils ne peuvent pas rajouter éternellement du blindage. On parle d'un des chars qui est parmi les plus lourds et les plus consommateurs d'essence au monde. Et en termes, par exemple, d'artillerie... On en a vu enlisé cet hiver, justement, avec des terrains totalement boueux. Et certains blindés ukrainiens, par exemple, ont été équipés de canons de 76 mm, c'est-à-dire en gros des canons pour abattre des drones. Là aussi, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour la lutte anti-drone. Donc le problème est que les Ukrainiens, aujourd'hui, se retrouvent de la situation que nous, on avait pu moquer chez les Russes au début de la guerre en disant « Mais regardez leurs chars dernière génération qui se font casser par des drones qui coûtent 10 fois moins cher, c'est vraiment une armée Potemkin. » Bon, eh bien la même chose nous arrive parce que ces chars n'avaient pas été conçus, les chars américains, pour l'idée qu'au XXIe siècle, les drones là-haut allaient reverser cette situation. Oui, parce que ce sont des vieux années 80. Chars. Alors années 80 et 70-80, ça dépend le modèle. Ouais, ils ont été rétrofités après la guerre, l'invasion de 2003 en Irak. Ils ont été rétrofités parce qu'ils se rendaient déjà compte qu'il y avait une faiblesse, qui était justement que les Irakiens pouvaient détruire des chars et du matériel beaucoup moins coûteux. Magali, ça va donner du grain à moudre à Moscou s'ils l'apprennent, puisque vous vous rappelez, quand ils avaient été livrés en septembre, le Kremlin avait dit... Premièrement, ça ne changera rien sur le champ de bataille, et deuxièmement, ils brûleront. Il s'avère que ces deux cases ont été remplies, puisqu'on nous dit, New York Times, en moins de 2 mois, il y en a eu 5 qui ont été brûlés, alors c'est 5 sur 31, et visiblement, là non plus, ça n'a pas l'air de changer des choses sur le champ de bataille. Donc Moscou va en profiter. Mais cette semaine, le ministre de la Défense, Shoigu, disait déjà on a réussi à mettre fin au mythe de la supériorité des armes occidentales, des chars occidentaux. Bon, c'est un peu CQFD. Donc là, ils vont en plus les exposer, en effet, sur la place rouge. C'est bien pour le 9 mai, donc jour de la victoire contre l'Allemagne nazie, la grande date de Vladimir Poutine, pour encore insister davantage sur ce point-là. Manifestement, les 2 derniers chars Abrams qui ont été détruits par les Russes, c'était dans la zone d'Avdivka. Oui. C'est là où les Russes sont en train de pousser le plus avec Chassivia. Et en effet, on a vu avec cette transparence du champ de bataille que donnent les drones, à quel point ils étaient vulnérables. Et ils ont multidiffusé les images où on voyait en effet ce drone tomber. Évidemment, quand vous avez un drone à $500 qui vient mettre à terre un char qui coûte 10 millions, évidemment qu'il faut revoir les plans. Et évidemment que la propagande russe va s'en servir. Mais j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Les Ukrainiens ont fait exactement la même chose. Quand, sur l'une des grandes places de Kiev, ils ont exposé tous les blindés qu'ils avaient réussi à détruire et qui fonçaient sur Kiev au début de l'invasion. Donc après, c'est assez logique qu'ils s'en resservent pour leur communication. Olivier Sueur, vous pensez que l'ordre vient directement des États-Unis, de Washington ? Parce qu'il y a une question d'image également, c'est un matériel, même s'il est relativement ancien, mais qui se vend toujours. Oui, enfin, je ne sais pas si beaucoup de gens en achètent à l'heure actuelle. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut quand même remettre les choses en perspective. C'est 5 chars, les Russes en ont perdu plus de 1500 depuis le début du conflit, donc voilà, ce qui n'est pas le cas des Ukrainiens. Donc je pense qu'il faut aussi remettre les choses à leur juste place. C'est-à-dire que c'est une perte qui est toute relative. En revanche, ça pose un certain nombre de questions de fond. Effectivement, c'est l'évolution de ce qu'est le champ de bataille dans un conflit contemporain. Et ça, pour le coup, l'emploi des chars dans un contexte vraiment non permissif, comme on le dit, en réalité, la dernière fois, c'était en 1991, pendant la guerre du Golfe. Et donc, en réalité, les états-majors, effectivement, ont fait des travaux de doctrine, de réflexion sur ces sujets, mais n'ont pas fondamentalement eu l'expérience du feu. Et là, on voit bien, avec le conflit ukrainien, on est remis en conditions réelles, remis en conditions opérationnelles réelles sur l'emploi des chars, et on voit bien que l'environnement nouveau lié aux drones fait qu'il n'est plus possible d'employer les chars de la même manière. Et c'est ça, la vraie évolution. Et on voit bien d'ailleurs du côté russe comme du côté ukrainien l'évolution vers une infanterie suréquipée.
en fait, suréquipés de drones, de roquettes portatives, de missiles portatifs, où on est sur un fantassin suréquipé qui finalement peut mettre à bas les qualités de blindés. Mais néanmoins, vous avez toujours quand même l'enjeu de la protection du déplacement des troupes sur le champ de bataille de manière protégée. Et là, vous avez quand même un peu besoin de blindage. Parce que l'avantage, et ça n'est pas forcément précisé, c'est que les équipages survivent. Ce qui est mieux, évidemment, que l'inverse. En tout cas, plus chez les Ukrainiens que chez les Ukrainiens que chez les Russes, tout à fait. Grâce notamment à la conception plutôt moderne de ces chars. Colonel Père de Jong, on a quand même l'impression que c'est vraiment old school le char maintenant, parce que je repense aussi à l'interview de hauts responsables ukrainiens dans El País, qui nous disait que le char Léopard, pareil, face à des unités de reconnaissance aérienne comme des hélicoptères qui étaient venus un peu les mettre à mal, et ça servait plus à rien. Ils exprimaient leur déception cette semaine dans ce quotidien espagnol. Alors, c'est vrai que le char, comme j'ai dit tout à l'heure, il est à la fois obsolète et en même temps, il est absolument indispensable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de sa mobilité, de la protection qu'il apporte aux équipages, il a un canon qui peut tirer à 4000 mètres. Donc, il y a très, très peu d'armement, à part des missiles de courte portée qui peuvent tirer à 4000 mètres. Donc, il joue un rôle fondamental. Le problème, c'est sa protection. On voit qu'aujourd'hui, c'est la vraie question. Et le deuxième point, c'est que cette guerre met en avant, une obsolescence de certains matériels, concrètement le blindé bien évidemment. La deuxième chose, c'est l'hélicoptère qui a littéralement disparu du champ de bataille. Donc on voit qu'en fait cette guerre est en train de provoquer une espèce de réflexion générale, comme on le disait tout à l'heure, sur l'emploi des forces, sur l'emploi des matériels, sur qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut pas. C'est sûr qu'un engin à 10 millions, aujourd'hui, pose question et nos états-majors, même en France, réfléchissent, si vous voulez, à un modèle de blindé beaucoup plus protégé, beaucoup plus rapide, et encore une fois, beaucoup plus presque, je dirais, comme les avions, vous savez, presque virtuel, il ne faudrait presque pas le voir. Donc il y a un vrai débat autour de ça, mais c'est vrai que cette guerre va provoquer, comme la guerre d'Espagne juste avant la Deuxième Guerre mondiale, va provoquer une espèce de transformation de nos matériels, en tout cas une nouvelle manière de les utiliser. Au moment même où la France et l'Allemagne signent aujourd'hui un partenariat et un contrat pour un char, le remplaçant du Leclerc, qui devrait voir le jour en 2040. Voilà, espérons qu'il résiste aux technologies qui seront... Regardez. Oui, mais justement, si je peux réagir... Ça n'est plus simplement un char. C'est vraiment le principe du projet MGCS, Main Combat Ground System. C'est justement le S, c'est système. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un char simple, on est sur un char avec son environnement, y compris un certain nombre de drones terrestres et éventuellement d'ailleurs aériens. Et donc, justement, ce projet a pour objectif de changer de génération et d'être vraiment dans une logique de bulle et de système. On a l'impression que c'est un peu la technologie d'un porte-avions. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est comme une task force autour d'un porte-avions où vous avez un certain nombre de frégates, un sous-marin pour protéger également le porte-avions. Là, c'est pareil, vous aurez un char en tant que principal et tout un tas de choses autour qui en permettront la protection. Et c'est en cela que c'est quelque chose. Bien évidemment, il n'est pas encore en construction, donc nul doute que les ingénieurs se nourriront de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain en Ukraine et peut-être dans d'autres régions où il y a également des conflits.